je trouve ça intéressant, le pairage avec le milieu universitaire, puis aussi ce que M. Guy, vous mentionniez, là, au niveau de rapprocher le milieu rural du milieu urbain. Est-ce que l'agriculture est réservée au milieu rural ou, au contraire, justement, on peut être agriculteur, on peut développer l'agriculture en milieu urbain? Vous parliez du PDCN, je vois que M. Rousseau vous parle la parole. Oui, moi je pense qu'on le peut. Ce qui se faisait naturellement avant, parce que tout le monde avait un jardin, moi dans le temps, tout le monde avait un jardin. On n'appelait pas ça de l'agriculture, on appelait ça de la subsistance, mais il reste que tout le monde avait un jardin, tout le monde savait cultiver. Puis tout le monde était obligé de respecter le terre, sinon il n'avait pas de carottes, puis il n'y avait pas de patates, puis les chenilles embarquaient là-dedans. Puis... Fait que tout le monde avait appris ça, mais je comprends qu'aujourd'hui, faut, avec la nouvelle génération, il faut permettre à la nouvelle génération de se réapproprier ces connaissances-là. Puis je pense que c'est essentiel, puis ça permet aussi de comprendre ce qui se passe dans la nature. Okay? Mais on a quand même des grands enjeux aussi au niveau agricole là, pour l'agriculture, là, que je dirais plus... l'agriculture qui fait vivre l'agriculteur, si on peut dire. Bon. Il y a des enjeux, entre autres. Tantôt, M. Côté, ce qu'il a parlé, c'est sérieux, là. Tu sais, planter les terres, là. Puis avec des contrats de 60 ans, là. Ça veut dire que pendant 60 ans, là, cette terre-là ne pourra pas produire. Un matin, Étienne nous disait qu'il y avait à peine 1% de notre territoire dans la MRC qui était agricole. OK? Puis on veut nous empêcher de mettre en culture des secteurs dits humides. Dans ce 1%-là, on a un problème de société là-dessus, là. Il y a 99% du territoire qui peut être préservé, qu'on peut préserver les milieux humides, puis on va mettre l'accent sur le 1%. Puis ce qui est le plus choquant dans tout ça, c'est que si tu as un moyen, là, ben, tu vas pouvoir le mettre en production ton milieu humide. Mais il faut avoir les moyens. Et je pense que les élus, là, nos élus aujourd'hui, là, il y a un travail qu'il faut qu'il se fasse à ce niveau-là. Puis il ne faut pas attendre que ça soit le maire de Québec qui fasse ça, là. C'est nous autres. Il y a un travail qu'il faut qu'il se fasse au niveau de, moi j'appelle ça de l'appropriation des terres. Parce que moi, j'ai acheté des terres chez nous, qu'aujourd'hui, et on me dit qu'ils valent tellement cher pour ce qu'ils rapportent à la société, que tu n'auras plus le droit de le toucher. Je paye les taxes, j'ai fait les chemins d'accès, j'ai tout fait. Puis je n'ai pas le droit de le toucher parce qu'ils valent trop cher. Ben, qui me paye pour? Moi, les gens font des savanes. Si ça vaut aussi cher que ça, c'est ça qu'on va faire. On fait des savanes au lieu de faire de l'agriculture. On est capable de faire ça. Je pense qu'on a, comme société, puis comme MRC, nos élus ont un travail à faire à ce niveau-là qui est extrêmement important. Puis il ne faut pas attendre que les autres le fassent pour nous autres. Il n'y a personne qui va le faire pour nous autres. Je suis d'accord, Gérald. On a un gros problème à régler, puis c'est politique. Puis il va falloir qu'on y travaille fort. Pour ce que tu viens de me demander, Mme Grégoire, je pense que j'ai devancé un petit peu ta question. C'est une question que j'ai bien fait mes devoirs hier soir, hein, quand j'ai vu les questions. Bien, écoute, moi, ce que je trouve ce que j'ai dit tout à l'heure, je me répéterai peut-être encore, c'est la communication. C'est de rapprocher le milieu agricole du milieu urbain. Tu sais, la pandémie, quand même, là, la dépendance qu'on a vécue en se rendant compte qu'on n'avait plus d'auto dans les cours de garage parce que c'était bloqué en Chine, c'était bloqué... puis que là, on sait qu'au point de vue agricole, la gestion de l'offre est menacée par nos amis, les amis américains et non requins. Tout ça, ça fait que ça a allumé beaucoup de nos jeunes aussi. Moi, j'ai un jeune de 23, 24, 25 ans, là, puis qui dit « Hey, papa, qu'est-ce qui arriverait s'il y aurait une guerre puis on tomberait contre les Américains? Penses-tu qu'ils nous passeraient du lait? Penses-tu qu'ils nous nourriraient? » Je pense, je dis qu'ils se nourriraient avant. Puis nous autres, on aurait les restes de table.
Pour ça, ça les a allumés. Puis je pense qu'il faut continuer à faire ça. Nous, toujours avec cette politique-là là, de communauté nourricière, on a un comité qui est en place. J'ai eu 2 rencontres l'an passé. On va le remettre en fonction le plus rapidement possible pour justement déterminer ou de faciliter ou de trouver des moyens de communication dans le but de transmettre cette information-là et cette formation qui est importante au niveau de trouver une saine alimentation et d'être capable d'avoir au moins, au point de vue de la nourriture, d'être indépendant. C'est ça qu'on vise, c'est ça qu'on veut. Moi, je le redis, on va accentuer ce rapprochement-là. On est en train d'examiner, de recréer un marché public. Un marché public, c'est de rapprocher le maraîcher de l'urbain qui va aller magasiner. On va pouvoir discuter avec le maraîcher, lui demander des conseils. Ça, j'en vois quand on en va dans d'autres marchés, là, comment vous faites pour réussir de beaux concombres comme ça, ou le céleri, ou le persil. C'est toute une source, mais c'est un moyen qu'on va mettre en place dans le but de faciliter ce transfert de connaissances-là. Parce que c'est une table, c'est comme on dit, c'est une plateforme numérique, mais là, c'est une plateforme physique qu'on va avoir. Et ça, j'y maintiens énormément. Puis je pense qu'on va travailler très fort à la ville. Je vois Isabelle là, prendre des notes là, pour mettre ce marché-là en place. Puis on va inviter tous les gens de la MRC. Puis on va inviter aussi les maraîchers, là, ceux qui produisent. Je sais, je vois David, il y avait la petite ferme pas loin, il y en a un secteur normandin, de venir à ce marché-là, exposer leurs produits, dialoguer avec les gens, leur donner des conseils. Puis je pense qu'on va être sur la bonne voie d'améliorer nos relations, de transférer la communication. Puis en même temps, on va s'enrichir mutuellement, tant au niveau urbain qu'au niveau agricole ou rural. Madame Proulx, à vous la parole. J'avais pas mal abordé les 2 axes que je voulais, le tourisme, la recherche, mais ce que M. Rousseau dit, la question des milieux humides, ça nous interpelle beaucoup, là. Quand ça a été le temps de bâtir des centres, des gros centres d'achat, des Costco dans le coin de Montréal, Boucherville, des Ikea, tout ça, c'était pas grave, la destruction des milieux humides. Nous, je vous donne juste un exemple, on fait juste une petite rue avec 10 terrains domiciliaires. Bon, ben c'est la grosse étude qu'il faut faire, puis on leur avait dit, c'est pas un milieu humide, il y a déjà eu de la production de pommes de terre. Non, 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 il faut que vous fassiez l'étude. Donc là, il faut faire l'étude, il faut payer une firme. Puis par la suite, ça retarde le projet d'1 an. Il y a des fois, en tout cas, on le dénonce souvent là, dans nos régions, le mur à mur de certaines pratiques, là, ben ça ne s'adapte pas. Puis je pense qu'il faudrait, ça, c'est un aspect qu'il faudrait parler avec l'UPA, avec à la MRC, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? On parle de conflit d'usage un peu. Puis comment on fait pour justement respecter les usages prioritaires? Puis vous parliez un petit peu plus tôt, Mme Tremblay, des conflits avec les néo-ruraux, puis que c'est pas si facile toujours cette cohabitation-là. Monsieur le maire parlait de rapprochement, de peut-être mieux connaître l'un et l'autre, mais y a-t-il des pistes? 2 choses. Bien, la première, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se parler. Ça, c'est clair. C'est un principe premier. Puis, on a peut-être tendance à oublier, les êtres humains, qu'on est des animaux sociaux. On a besoin de se parler. C'est de même qu'on réussit à se comprendre. Fait que ça, il faut prendre le temps de le faire. Maintenant, je sais que la temporalité des uns n'est pas toujours la même que des autres. OK? Fait qu'il y en a qui aimeraient que ça soit plus rapide, tout ça. Mais s'entendre, discuter, se reconnaître, accepter les points de vue négatifs des autres, ça prend du temps. Puis des fois, c'est pas toujours plaisant non plus. Première chose. Deuxième chose aussi, une personne, un agriculteur, une productrice, peu importe, a besoin d'organisation forte pour pouvoir agir dans son milieu. Parce que c'est très rare qu'une personne, un citoyen, une personne, n'importe qui, va pouvoir s'impliquer concrètement, directement dans le milieu. Il va toujours le faire au travers d'une organisation. Une organisation qui peut être l'UPA, qui peut être la MRC, qui peut être un comité de bénévoles, peu importe, là, ça pourrait être une coopérative aussi, pourquoi pas aussi tant qu'à ça.
Si on ne renforce pas les organisations au sens large du terme, et peu importe ce qu'elles sont, bien, on ne sera pas capable de voir les personnes, agriculteurs, citoyens, consommateurs, n'importe quoi, pouvoir s'engager pour développer le milieu, pour agir de façon efficace dans le milieu. Puis, on a tendance à les oublier, les organisations, mais c'est vraiment le véhicule par lequel les gens vont pouvoir agir concrètement dans le milieu. Alors, c'est ça. Il faut continuer à maintenir des espaces intermédiaires que sont les organisations pour être capable de changer les choses directement. Puis c'est par elles aussi qu'on va être capable de parler, puis de discuter, de s'entendre, ou au moins de trouver des compromis. Ce qu'on appelle, dans le langage universitaire qu'on entend souvent, la fameuse co-construction. Co-construction, c'est pas tout de s'entendre. C'est de trouver un compromis. Fait que c'est ça. Mais les conflits d'usage, là, c'est sûr que c'est pas facile. J'en conviens. En terminant, là, on a énuméré des enjeux, des facettes sur lesquelles on voulait travailler. En terminant, comment vous le voyez, le futur du territoire agricole dans notre MRC? C'est quoi, si on se permet de rêver, là, qu'est-ce qu'on souhaite pour notre milieu? Dans l'ordre ou dans le désordre ou dans... Ben moi, il respecte l'âge. Il a raison, il y a à peu près 3 mois. Ben moi, je pense que même si ça a l'air négatif, là, quand je suis arrivé en agriculture, moi, en 1974, c'était pas winner être agriculteur. Là. Tu sais, les terres, ils entraînaient tout le tour de chez nous. Là. Personne ne voulait être agriculteur parce qu'être agriculteur, c'était comme... il n'est pas capable de faire d'autre chose. Il fut un temps que c'était ça que les gens pensaient. Puis moi, je rêvais de jouer au cow-boy, puis j'ai joué au cow-boy, puis je joue encore au cow-boy. OK? Puis ça m'a permis de contribuer à nourrir le monde puis à m'épanouir. C'est ça que ça a fait pour moi, l'agriculture. Fait que, il y a des défis en agriculture à venir qui sont importants. Ce qui est important, c'est de ne pas se mettre la tête dans le sable, c'est de les identifier. OK? Les identifier comme il faut, puis après ça, on y travaille. Puis des défis, il va toujours en avoir, peu importe ce qu'on est dans la vie, il va y avoir des défis, puis on sait qu'on en a, on commence à les identifier. Il y en a un, entre autres, qu'on n'a pas parlé bien aujourd'hui, là, qui est sous-estimé. L'âge moyen des producteurs agricoles, 55 ans. La relève. Une relève, ça se prépare. Là. Une terre, ça se vend... une ferme, là, ça se vend pas d'un an, ça. Ça prend 10-12 ans de planification pour transférer une ferme, d'après moi. OK? Puis, il m'est venu une idée ce matin, ils vont me permettre de l'émettre. Ben, disons que je l'avais déjà, l'idée, mais je l'ai déjà pratiquée. C'est la réflexion stratégique. Je comprends pas que sur les fermes, on n'ait pas appris à faire une réflexion qui est stratégique. À court terme, moyen terme, long terme, à se donner une vision. Moi, j'ai eu la chance d'être impliqué dans d'autres organisations, ce qu'on appelait ça une planification stratégique. Là. Une réflexion stratégique mène à une planification automatiquement. Mais je pense que ce que j'ai entendu ce matin, c'est qu'à MRC, il y avait quand même des montants d'argent de disponibles qui pourraient... On parle de subventions. Bien, moi, je pense que chaque firme qui pense à se transférer, il devrait y avoir une réflexion stratégique et pour les acheteurs et pour les vendeurs qui devrait être faite assez rapidement quand on pense, pour dans 10 ans, je dirais. Ça pourrait être soutenu financièrement par la MRC, ce genre d'activité-là, parce qu'on n'a pas comme producteur le réflexe de le faire. Il n'y a pas beaucoup de producteurs qui vont dire « je prends 5 000 $, 10 000 $, je vais aller chercher une ressource externe pour m'accompagner dans ce genre de réflexion-là. » Puis je pense que ça serait très novateur. Puis ça serait un levier, justement, quand on voit la moyenne d'âge pour le futur, pour la relève agricole. Mais je suis très optimiste. Si je n'étais pas optimiste pour l'agriculture, on ne serait pas dans un processus de transfert chez nous. 2024, il va y avoir un nouveau propriétaire à 100% de ferme de la carte. Le futur, comment on voit le futur? Écoute, moi, je suis maire d'une ville, puis je suis entouré de terres agricoles. Donc, j'ai pas le choix, il faut que je cohabite avec ce monde-là.
Je le dis puis je le redis, il faut que je leur parle, il faut que je les écoute, il faut qu'on trouve des terrains d'entente. J'ai déjà vécu une première expérience avec un secteur que je nommerai pas, mais qui est très sensible à différentes évolutions, où il a fallu qu'on s'assoie à la table, puis qu'on a discuté, puis on a trouvé quand même des compromis. Et je suis bien content. Pour le futur, Gérald, c'est vrai, tu as raison, je te donne entièrement raison. L'image d'un agriculteur aujourd'hui n'est pas assez valorisée. C'est comme tu dis, c'est quelqu'un de dernier de classe, il n'a pas le choix, il va s'en aller puis il va aller traire les vaches le soir. Contrairement à ce que j'ai vu, parce que ma première vie, j'ai été comptable agréé. Je suis encore, par contre, mais là, je suis maire à temps plein. J'ai vu ce que c'était de la business. Puis quelqu'un là, qui réussit aujourd'hui en agriculture, il sait compter, puis il coupe ses scènes en quatre, puis c'est vraiment un très bon gestionnaire. Mais je pense qu'on a quelque chose à faire là-dessus, au niveau gouvernemental, de valoriser cette profession-là, de la valoriser en disant que c'est nécessaire pour la vitalité économique, nécessaire pour notre vie, notre alimentation, et deuxièmement, il faut vendre ça à nos politiciens. Moi, si je regarde l'importance de l'agriculture par rapport... Je suis un comptable, hein? Le budget de la province de Québec au ministère de l'Agriculture est-il aussi important que le ministère de l'Éducation? Je pareil que non. Si je regarde dans l'échelle, il est un petit peu dans le bas. On parle bien des fois à nos politiciens puis qu'ils nous disent « Ouais, c'est des chialeux. » Ça, on l'a entendu ça. Hein? C'est des chialeux, les agriculteurs. Ils sont jamais contents. Bien, s'ils sont jamais contents, c'est parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas entendus. Je pense qu'il faudrait, nous autres, en tant que politiciens, nous autres, en tant que personne là, physique, on vote de faire réfléchir nos politiciens sur l'importance d'avoir ce secteur-là économique avec nous. Donc, pour ce qui est du futur, je rejoins encore Gérald parce que j'ai vécu dans ma vie du passé des transferts d'entreprises. On sait que les terres sont rendues des prix de fou, les quotas de là, c'est rendu des prix de fou. Puis ça fait au moins 10 ans ou 15 ans qu'on essaie de dire hey, faciliter les transferts intergénérationnels, arrêtez de faire ça à juste valeur marchande quand on change d'un père en fils. Pourtant, c'est pas dur à comprendre. Alors, arrêtez de travailler dans ce sens-là à juste valeur marchande dans ce cas précis-là. On le dit, on a fait des pressions politiques. Regardez qu'est-ce qu'il y en a. Tranquillement, ils le font. Puis encore là, on a de la misère pour exonérer tous ces genres de transactions-là, dans le but de faciliter la relève. Donc encore là, on se dit, moi, je suis optimiste, mais j'espère que ce côté agricole-là va être plus écouté qu'à l'exception de la Semaine verte le dimanche midi, où c'est une émission qui est vraiment axée sur l'agricole. J'espère que les gens vont être sensibilisés, puis il va y avoir une publicité à faire, une sensibilisation de masse globale sur l'importance de ce secteur économique-là. Merci. Par rapport au futur, moi, je suis très sensible là, à la situation qui prévaut présentement à Notre-Dame-de-Lorette parce que, effectivement, si on n'y voit pas, ça pourrait s'étendre à tout notre territoire, c'est-à-dire des intérêts étrangers qui viennent reboiser, c'est louable, mais des terres qui ont été défrichées par des familles colonisatrices qui ont ouvert les villages et tout ça. Donc, il y a là un danger. Je me demande si on ne devrait pas, comme MRC, bien sûr, de concert avec les propriétaires de ceux qui ont encore des terres qui peuvent être consacrées, qui sont fertiles, qui peuvent être consacrées à l'agriculture, qu'on ne puisse pas regarder avec eux, faire cet inventaire-là, puis essayer de contrer ce phénomène-là. Parce que le jour où on n'aura plus de terres disponibles, bien, même si on veut se diversifier en agriculture biologique, on s'est diversifié un peu dans les petits fruits et tout ça, il faut être conscient que ces terres-là seront toutes reboisées, bien, ce ne sera plus le temps d'agir. Alors, il y a peut-être une action à faire assez rapidement sur notre territoire là-dessus. Pour ma part, je suis excessivement positive par rapport au futur de l'agriculture. Bon, j'ai de toute évidence pas 40 années d'expérience de travail derrière la cravate, là. Mais de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que j'ai vu, de la créativité, de la volonté de changer les choses un peu partout ici dans la région, mais au Québec aussi notamment. Je vais me restreindre au Québec là, parce que c'est surtout le terrain que je connais, mais en Europe aussi, pour avoir entendu de certains projets, là, ça bouge beaucoup là-dessus.
Donc, bref, on a vraiment un désir, je pense, une espèce de retour de vouloir redonner une place importante ou prépondérante à l'agriculture et surtout de reconnecter les urbains et les ruraux. Parce que c'est ça, il faut penser toujours le rural avec l'urbain et l'urbain avec le rural, comme je l'ai dit là, lors de la présentation. La COVID a fait réaliser à plusieurs personnes à quel point c'était important, puis à quel point on était fragile. Ça aussi, je l'ai dit. D'un point de vue personnel, combien j'ai eu d'amis durant la COVID. Écoutez, moi, je reste dans un rang. Je veux dire, j'ai pas de voisins. Moi, ma vie, elle n'a pas changé durant la COVID, ou à peu près pas. À part que je suis demeurée à la maison, travailler avec 3 enfants. C'était super le fun. Mais à part de ça, tu sais, je veux dire, mon quotidien d'aller marcher dans le bois, de m'occuper des poules, des canards, de la panoplie, ça n'a pas changé. Mais mes amis qui ont émigré à Montréal, à Québec, à Toronto et tout ça, combien j'ai eu d'appels? « Hey, y a-tu des terres à vendre dans ton coin? » Oui, mais t'es tout le temps dans un musée, toi, ou dans un... Pourquoi tu voudrais venir t'installer à Saint-Ambroise? Tu sais, les gens ont eu peur. Puis la société, elle bouge de 2 façons dans la vie. Je sais pas si vous l'avez remarqué, non? La peur. Puis l'autre, c'est quoi? Oui, OK, on va être un peu plus poétique. D'autres choses. L'amour. L'amour. Puis d'autres choses aussi. Qui vient avec. En tout cas, fait que ça, c'est les 2 principaux moteurs de changement dans une société. On a vécu la peur. Maintenant, je pense qu'on peut mettre un peu d'amour dans nos campagnes, un peu plus d'amour dans nos campagnes, dans nos rangs, dans nos petites villes, nos noyaux villageois, comme ils les appellent dans certains documents gouvernementaux. On peut en mettre un peu plus, puis attirer davantage de personnes. Mais on le voit, là, les chiffres le démontrent très clairement, il y a une tendance lente, mais tout de même présente, à ce que les gens reviennent, pas nécessairement pour devenir des agriculteurs ou même avoir une fermette, mais pour revenir dans un cadre plus large, plus libre qu'est la région et aussi, là, jusqu'à un certain point, la ruralité. Fait que moi, je suis très... Puis c'est une tendance qui s'installe depuis les années 90. Fait que ça n'a même pas rapport... La COVID a juste accéléré ça. Mais ça n'a même pas rapport avec la COVID à l'origine. Fait que j'ai bon espoir que ça va s'améliorer, mais c'est ça, il faut communiquer ensemble, il faut parler. Puis moi, je pense que les jeunes, on parlait de bonnes pratiques tout à l'heure. Là, une, c'est de viser particulièrement les jeunes. Il y en a de plus en plus, là, des projets là, de reconnecter les jeunes avec l'agriculture. Moi, quand mon filleul, il vient chez moi, ramasser les œufs de poule encore chauds, il capote. Là. Puis pourtant, il reste à Jonquière. Là. Je sais, il est même pas loin, là. Mais il comprend c'est quoi, finalement. Ah, l'œuf, il sort du derrière de la poule. Ouais. Fait que ça lui donne une autre dimension, évidemment. Mais c'est ça, tu sais. Mais de reconnecter ça, de leur faire prendre conscience ça. Puis là, bien, ça nous ramène finalement aussi à la valeur de produire de la nourriture. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça demande en temps, en énergie, en respect du vivant aussi? Puis, quand on a envie de gaspiller, bien, c'est ça. On a tout ça en tête aussi. Fait que ça, on travaille en plus sur toute la notion du gaspillage alimentaire qui est assez absolument hallucinante puis indécente là, dans nos sociétés, là, parce qu'il y a plein de monde qui ne mange pas alors qu'on produit déjà beaucoup. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là aussi. Quand je vous disais qu'on peut donner plusieurs fonctions à l'agriculture, au sens large du terme, bien, ça en est ça. C'est d'éduquer, de redorer l'image, puis de donner le goût, finalement, de se reconnecter avec la terre un peu. Là. Ouais. Bien, merci beaucoup pour toutes ces pistes de solutions-là qu'on a bien notées. Puis maintenant, on va poursuivre la discussion vraiment tous ensemble en table. Mais avant de faire ça, je veux vraiment remercier les panélistes de s'être prêtés au jeu, d'avoir participé avec nous aujourd'hui, puis vraiment pour les beaux échanges qui sont riches pour nous. Là. Merci beaucoup. Bonjour,
mon nom est Émilie Gaudreau. Je suis copropriétaire de Délices du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est la belle saison qui arrive. On commence à voir déjà beaucoup de VTT se promener dans les sentiers. Les producteurs de bleuets, on souhaite vous faire un petit rappel. Nous souhaitons vous remercier de demeurer dans les sentiers afin de s'assurer de ne pas endommager des terres qui pourraient être en dormance ou encore sur le point de faire une production fruitière. Nous, les producteurs, on travaille tellement fort pour vous produire des super bons bleuets et c'est important de ne pas oublier une chose, plus de fruits au champ, plus de confiture pour vos déjeuners le matin. Merci de votre respect et bonne saison à tous! Bonjour, c'est Isabelle Gagnon. Cet automne, j'anime Portrait des familles d'ici, une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leurs descendants. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Soyez-y à MaTV, Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria-Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous cet automne à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. La série Agir pour l'avenir revient pour une deuxième saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria-Chapdelaine.